Bonjour à tous les deux, bonjour Alain Chatriot, vous êtes professeur des universités et historien. Bonjour Edgar Leblanc, vous êtes président du comité historique des offices agricoles. Donc avec tous les deux, on va parler, puisqu'on fête les 80 ans de l'ONIC, l'ancêtre de l'office des blés. On va parler de la genèse, de toute l'histoire, de tout ce que ça a impliqué. Et donc la première chose que je voudrais évoquer, c'est que aujourd'hui, on évoque ça, ça a été un grand moment de l'histoire agricole. Au début, ça s'est pas fait sans mal, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de polémiques. Alain Chatriot, oui, en 1936. Effet, il faut rappeler que le vote par le Front populaire de la création de l'Office national interprofessionnel des blés arrive en fait après beaucoup d'années où on avait essayé toutes sortes de solutions pour sortir de la crise de surproduction et où le prix des marchés du blé s'étaient effondrés et toutes ces solutions avaient échoué. Et donc il y avait des oppositions très nettes et qui ne se caractérisaient pas que par des oppositions de politiques et de partis politiques, mais qui étaient vraiment dans comment organiser la régulation des marchés agricoles. Et de ce point de vue-là, on était au moment où on discutait de nouveaux outils, comment réussir à fixer un prix, comment réussir à le tenir, comment réussir aussi à mettre d'accord et autour de la table les différents acteurs, c'est-à-dire pas seulement les producteurs, mais aussi les transformateurs. Et pour le blé, évidemment, c'est les négociants et les meuniers, puis les boulangers qui sont les acteurs de l'interprofessionnel. Edgar Leblanc, les producteurs étaient pas très chauds. Oui, il faut se souvenir que pendant la Première Guerre mondiale, le service de ravitaillement avait eu une activité particulièrement efficace, si j'ose dire, concernant les restrictions, concernant les interdictions de consommer et toute l'activité du service de ravitaillement avait été perçue par les agriculteurs comme des pratiques parfaitement vexatoires. Et donc, voir l'État risquer de mettre la main sur la production, ça n'était pas très bien vu. Oui, alors, Chatriot, oui. Oui, d'autant que dans le même temps, les organisations professionnelles agricoles, les syndicats, enfin l'UNSA, l'Union nationale des syndicats agricoles, avaient viré vers le corporatisme, qui n'était pas un corporatisme d'État, mais un corporatisme fondé sur le pilotage par le syndicat. Et il y avait une difficulté supplémentaire pour le monde agricole dans ces années 1920-1930, donc après la Première Guerre mondiale, qui était liée au fait que c'était aussi le moment où commençaient timidement à se mettre en place les assurances sociales, et la question de leur application au monde agricole faisait débat et n'était pas simple. Et de même, c'était le moment où se posait la question de l'adaptation de l'impôt sur le revenu, qui avait été créé en France en 1914, après de très nombreux débats, et la question de savoir comment l'appliquer au monde agricole posait problème et faisait vraiment polémique à l'époque. Et donc il y avait, c'est vrai, de la part d'une partie du monde agricole, une réticence face à un État vu comme pouvant rentrer dans les fermes et les greniers. Mais dans le même temps, il y avait une demande d'État face à une crise absolument terrible. C'est-à-dire que le prix des blés s'était de plus en plus effondré dans un contexte de surproduction mondiale. Oui, tout en ajoutant que la dimension politique de ces oppositions était particulièrement vive. Dorgère et ses chemises vertes qui organisaient des actions directes, si j'ose dire, contre les assurances sociales, contre les allocations familiales, etc. Ça entrait dans une stratégie anti-républicaine. Si je veux aussi simplifier, est-ce que c'était moins parce que c'était une mesure socialiste que c'était parce que l'État allait mettre, les pouvoirs publics, donc allait mettre leur nez dans une filière et que les producteurs ne voyaient pas ça d'un bon oeil? À l'été 36, il y a les deux phénomènes, parce qu'on est quand même dans le contexte de la victoire du Front populaire et de la victoire socialiste. Parce que c'est une vieille idée socialiste. Tout à fait. Elle était peu développée et pas de manière aussi précise, mais elle existait dès Jaurès à la fin du 19e siècle, qui pensait que à l'époque, davantage pour réguler le problème des importations et des exportations, il fallait que l'État en prenne le monopole pour éviter que le grand négoce, au fond, puisse spéculer sur les blés. Parce qu'il y a toujours cette question-là, c'est pas simplement les producteurs et l'État. C'est les producteurs, tous les transformateurs, qui soient à différentes échelles, l'État et le consommateur. Parce que l'un des problèmes aussi, c'est d'obtenir un prix du pain qui ne soit pas trop élevé. C'est ce qu'on avait vu pendant la Première Guerre mondiale, c'est ce qu'on voit aussi
durant l'entre-deux-guerres et ce qu'on verra durant la Seconde Guerre mondiale. Edgar Leblanc, vous êtes Oui. d'accord? Oui. Oui, on parle toujours du blé, mais on devrait toujours parler de la filière blé, farine, pain. C'est totalement indissociable. Et on peut remonter au XVIIIe siècle. Hein. Voilà. Et cette dimension qui met en relation organique, en quelque sorte, des producteurs, on dirait aujourd'hui transformateurs, des meuniers en particulier, et des boulangers, avec au bout des consommateurs, que ce soit des paysans ou que ce soit des citadins, il y a là une sorte d'antinomie. On peut difficilement mettre ensemble un prix du blé élevé pour le producteur et un prix du pain plutôt bas pour le consommateur. Oui. Pendant la Première Guerre mondiale, on avait trouvé l'astuce de faire payer à l'État la différence. Mais ça pose un problème aux caisses de l'État. Et donc, dans la grande nouveauté de la création de 1936, pour cet office du blé, c'est bien de décider que le Conseil central aura parmi ses membres des proportions différentes représentant les producteurs, les différents transformateurs, et aussi, au plus grand scandale des producteurs de l'époque, quelques représentants des consommateurs qu'on va prendre dans le monde du syndicalisme ou de la coopération. Mais il faudra que Léon Blum mette tout son poids dans la balance et ça sera même son dernier projet de 36. Voilà, pour l'été 36, alors que les différentes lois sociales n'ont pas été votées simplement, mais au fond ont été votées dans la foulée des grèves du début de l'été 36, l'Office du blé, c'est le dernier projet de la session extraordinaire de l'été. Et il y a eu de très nombreuses navettes entre les deux chambres, parce que le Sénat se montrait très réticent contre certaines des mesures prévues dans le projet de loi. Et il a fallu vraiment que le ministre de l'Agriculture de l'époque, Georges Monnet, et le président du Conseil, Léon Blum, mettent leur poids dans la balance pour obtenir ce vote. Et la mise en place de l'institution, dès la fin de l'été, c'est voté le 15 août, mais l'institution est mise en place à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre, se fait, là encore, dans des très fortes tensions, et la décision et le choix du premier prix annuel se fait au prix de luttes très fortes. Mais il se trouve qu'en quelques années, finalement, l'institution va être acceptée parce que le prix garanti, le prix minimum qui a été fixé, va être réellement garanti. Alors, et ça change tout. Justement, quand est-ce que les professionnels vont se rendre compte que finalement il y a des avantages et que quand est-ce que leur hostilité va baisser? Alors, il y a eu tout de même un grand événement, c'est septembre 39. Oui. Donc, la saison, la récolte 36, le prix était, après des difficultés signalées par Alain, mais qui étaient des difficultés d'ordre politique, plus que d'ordre technique, la récolte de 37, celle de 38, n'ont pas posé de problème. 39, la guerre, et avec la défaite, la situation de l'office se trouve radicalement changée. Parce que la réforme que le gouvernement de Pétain met en place pour passer de l'office des blés à l'office des céréales, s'accompagne d'une transformation dans la structure même de l'office. Et donc ce sont les professionnels qui ont là tout le pouvoir, dans la mesure où ils sont représentés comme président par Pierre Allais. Pierre Allais qui était le secrétaire général de la GPB, je crois. Voilà, l'homme fort de l'association professionnelle du blé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, en 40, on passe de l'ONIB à l'ONIC, du blé aux céréales. Au fond, ça ne pourrait être qu'un changement de nom. Et en fait, dès l'été 36, on souhaitait faire un office des céréales. Et on avait commencé par ne faire que le blé sans les céréales secondaires, parce que c'était plus simple par rapport au conflit. Mais on souhaitait faire toutes les céréales. Donc, le changement de nom, il serait de peu d'importance. Mais par contre, le changement de contexte politique et les contraintes posées par l'occupation et par la gestion de la pénurie changent tout le fonctionnement de l'institution. Et en change aussi le fonctionnement. Les effectifs pendant la guerre vont beaucoup varier, ça va être compliqué. Et ça va poser toute une série de questions difficiles à la libération par rapport à l'identité de l'institution. La particularité, c'est que l'institution va réussir à se relancer avec une identité très forte, marquée par une partie de ses militants syndicaux, non sans polémique, mais une partie de ces militants syndicaux, une partie de ces militants engagés dans la résistance vont réussir à
changer l'image de l'institution. Et comme par ailleurs, à la Libération, on est encore en situation de pénurie très forte, la structure qu'on a créée est très utile. Et comme elle a été adaptée et que l'ensemble des professionnels de la filière s'y sont confrontés, on n'est plus du tout dans le même type de polémique que celle des années 30. Il y en aura d'autres, mais elles se feront dans un autre contexte au moment de la PAC. Edgar Leblanc, vous êtes d'accord avec le diagnostic? Oui, tout à fait. Alors, la situation de 1940-41 se poursuit jusqu'en 1953. Ah, oui. Jusqu'en 1953. Ça a été un outil de gestion de la pénurie fantastique. Absolument. Et on était en 1953, on est sorti de l'économie de l'économie nationale, comme on disait. On est sorti de la pénurie, mais il y a aussi une crise agricole très profonde pendant l'été 1953 qui aboutit aux pouvoirs spéciaux qui ont été donnés au gouvernement Laniel. Et dans la série de décrets de la fin septembre, il y en a un qui concerne la réforme du marché des blés et la réforme de l'ONIC. Et donc là, on sort d'une organisation qui avait été mise en place en 1940. Alors le paradoxe, c'est qu'ensuite, alors qu'il y avait eu tant d'hostilité au départ, c'est devenu l'ancêtre, c'est devenu la référence, c'est presque devenu un mythe. Et qui a été imité après. Un mythe peut-être pas, mais c'est certain que rapidement, un système permettant, avec des négociations, de fixer un prix, de le garantir en impliquant toute une série des institutions étatiques et para-étatiques. Parce que pour garantir ce prix, il y avait des enjeux de financement en mobilisant le Crédit Agricole, l'escompte de la Banque de France. Il y avait des enjeux d'aide à la construction des édifices de stockage. C'est une dimension absolument majeure parce qu'on est à un moment de mutation technique et de développement des silos. Et l'ONIC a, au fond, aussi accompagné cette mutation technique. Et donc là, de ce point de vue-là, pour toute une série de producteurs, l'image était un peu différente. La réussite de maintenir ces prix, la participation à toute une série de mesures qui concernaient aussi la qualité des blés et des céréales, ont fait que progressivement, dans un contexte effectivement où le monde agricole changeait, les autres filières se sont mis à s'intéresser à cette expérience qui progressivement n'était plus totalement marquée par les débats initiaux. Oui, alors je reviens en 1953. Parmi les, je ne sais plus combien, je crois que c'est 14 décrets qui concernaient le ministère de l'Agriculture. Il y en avait qui concernaient les céréales, donc, mais il y avait aussi un décret qui permettait de créer des sociétés privées d'intervention financées par l'État pour gérer les marchés en difficulté. Alors, le marché du lait, le marché de la viande. Donc on est sorti des céréales pour glisser vers les autres produits agricoles et en dernier ce sera les fruits et légumes. Alors, donc 1953 est une date charnière, véritablement, parce qu'on s'aperçoit que à ce moment-là, l'intervention de l'État n'est pas une intervention directe. Elle se fait sous la forme de fonds budgétaires qui sont gérés par des sociétés, mais sous le contrôle de l'État. Et donc, à partir de ce moment-là, on va avoir des interventions multiples qui vont se heurter en 1957-1960 à un autre événement, le traité de Rome et la politique agricole commune. Alors, quand même, restons un moment sur, vous avez parlé des silos, le fait d'entreposer, de conserver, ça a eu des effets pratiques et concrets extrêmement considérables. Mais oui, parce qu'un des problèmes pour réguler un prix pendant une campagne, c'est bien de savoir quand les gens doivent vendre. Oui. Et s'ils peuvent stocker, et stocker dans de bonnes conditions, ça permet d'éviter d'avoir à vendre au pire des moments. Et il se trouve que l'Office du blé, dès 1936, a permis, en lien avec cela, un autre phénomène qui était de mobiliser des formes de coopératives de céréales. Elles existaient déjà, mais elles vont se multiplier grâce à l'Office. Et c'est elles qui vont obtenir, avec l'aval de l'Office, des moyens pour financer ce type de stockage. Par contre, je voulais rajouter deux éléments par rapport à ce que disait à l'instant Edgar Leblanc, qui me semblent vraiment centraux. Le premier élément, c'est bien l'idée que dans ces questions-là se jouent aussi des enjeux de financement importants.
Et il ne faut jamais l'oublier, la régulation des marchés agricoles, c'est aussi, dans le temps long, des financements qui sont ou des financements directs ou des financements indirects, par garantie, par mobilisation des différentes institutions. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, on le voit bien à ce qui se joue en 53 puis en 60, ça n'est jamais l'État seul qui intervient. C'est bien un État qui trouve des lieux où il se confronte avec les professionnels. Et ça explique à la fois des moments de tension, mais ça explique aussi que ce système ait pu perdurer. Parce que pour les différents acteurs, ça fait sens aussi d'avoir ces lieux de rencontre et de débat. Alors, Edgar Leblanc, je vais être brutal. Les offices ont disparu. Est-ce que les assassins de l'office, des offices, c'est la politique agricole commune et c'est la globalisation? Alors là, on a fait un bond historique quelques années, là. Considérable. Oui. On a passé sur la période, d'épanouissement du système. Oui. C'est-à-dire la période qui va à partir de 1982, qui crée les offices par produit, et la période de 1960 à 1980, qui avait créé un fonds d'organisation et de régulation des marchés agricoles, le format. Donc, ces deux étapes de l'intervention de l'État en liaison avec les professionnels et sur la base de financements soit nationaux, soit communautaires, à un moment, ça a commencé à coûter un peu cher. Non, parce qu'un des pièges à bien comprendre par rapport à ce que vous nous avez proposé, qui était une mutation liée mondialisation et politique agricole commune, il ne faut pas se tromper, il y a eu des politiques agricoles communes successives. Et voilà. elles n'ont strictement rien à voir dans ce qu'elles impliquent par rapport aux organisations des marchés. Les premières politiques, la première époque fondamentalement de la politique agricole commune, c'est pour une large part, pas seulement, mais pour une large part, le modèle de la régulation du marché posé par l'Office du blé. Donc de ce point de vue-là, on s'y reconnaît totalement. Et les acteurs, et en particulier les grands producteurs céréaliers français de l'époque, s'y reconnaissent totalement. Les choses vont changer, en fait, à partir de la réforme de 1992 12 et 94. et des réformes suivantes. Voilà. Et là, on change de dynamique. Mais on change de dynamique dans un moment où, effectivement, là, la question de la globalisation se pose un peu différemment parce que les acteurs des marchés agricoles mondiaux ont continué d'évoluer. Mais sinon, il y a eu vraiment toute une période qu'il ne faut effectivement pas oublier, qui est celle où ce type d'instrument de régulation a été particulièrement adapté à des marchés mondiaux où d'autres parties du monde régulaient aussi très fortement leur marché. Là, on parlait beaucoup du blé parce que ça a été un des éléments moteurs de ce type de régulation de marché agricole en France. Il ne faut pas oublier qu'ailleurs dans le monde, ça peut être d'autres céréales, ça peut être le riz au Japon. Et il est évident que le riz au Japon, c'est aussi, au cours du XXe siècle, un marché très régulé. Edgar Leblanc. Oui, alors pour revenir à notre question, là, l'Europe forteresse, comme on disait aux États-Unis, dans les négociations internationales, et en particulier celle du GATT et des suites qui vont conduire jusqu'à l'OMC, jusqu'à l'Organisation mondiale du commerce, les pays libéraux, guillemets à libéraux, c'est-à-dire le groupe de Cairns, les États-Unis ont fait toute la pression possible sur l'Europe pour qu'elle change le contenu même, la nature même de sa politique agricole commune. Et comme à l'intérieur de l'Europe, il y avait des tensions, par exemple les Anglais, mais pas seulement, les tensions étant vives après les élargissements successifs, on a abouti à l'accord, difficilement, ça a été un peu rude, aux accords de Marrakech qui ont en fait mis fin à un système régulé tel qu'on le connaissait en France et en Europe depuis 40 ans. Alors là, on a évoqué la fin. Entre les deux, donc, il y a cette espèce d'âge d'or. C'est ce qui explique que quand on parle des offices et quand on parle donc des agriculteurs d'aujourd'hui, ils aient une espèce de nostalgie de cette période. Est-ce que c'était à l'époque une façon de préserver un peu l'agriculture ? Alors, préserver, je ne sais pas si c'est le terme. C'était en tout cas une manière d'accompagner réellement des mutations qui étaient très importantes et qui étaient très importantes dans les différentes filières
du monde agricole. Et ça, c'est une dynamique qu'il ne faut pas oublier non plus, avec des évolutions qui ne se faisaient pas toutes au même rythme, mais qui, dans les différentes filières, c'est des mondes qui ont complètement changé. L'agriculture de 1930 n'est pas totalement celle du début du 19e siècle, il y avait déjà eu beaucoup de changements, mais pour autant, en termes de part dans l'économie, en termes de part dans la société, la mutation qui se joue entre les années 50 et 60 est considérable. Et de ce point de vue-là, les offices ont aussi permis d'accompagner des mutations pour certaines de ces filières qui sinon auraient été beaucoup plus dramatiques. Ce qui est certain, c'est que à aucun moment on ne pouvait oublier que tous ces marchés agricoles étaient des marchés qui n'étaient pas simplement des marchés localisés ou nationaux, mais qu'ils étaient des marchés mondiaux. Et donc, évidemment, avec les mutations de ce monde, ça a posé toute une série de questions. La seule chose sur laquelle on peut insister, c'est la dimension des enjeux de débat et de lutte politique autour des formes choisies pour ces outils de régulation. Au fond, tous ces outils ne sont pas les mêmes, tous ces outils ne se valent pas, et ça mérite de regarder de près, parce qu'il n'y a qu'en regardant cela de près qu'on peut ensuite réfléchir et mieux peser dans des négociations internationales. Edgar Leblanc, une réflexion, et ça sera le mot de la fin. Oui, un rappel historique. Lorsque, en 1846, je crois, Robert Peel a supprimé les corn laws en Angleterre, suppression donc des lois protectrices oui, de l'agriculture anglaise. Un des arguments des industriels de Leeds, ça avait été il faut que l'agriculture soit une industrie comme les autres. Alors, est-ce que l'agriculture est une industrie comme les autres ? La question se repose aujourd'hui. Je voyais dans l'IB il y a quelques jours un article fort intéressant qui plaidait pour une exception agricole française un peu comparable à l'expression culturelle française. Et dans Le Monde, quelques jours avant, il y avait un autre article qui était intitulé « Un retour des quotas, pourquoi pas ?» Bon, eh ben c'est sur cette question qu'on va rester. Merci Edgar Leblanc, merci Alain Chatriot.